Bonjour Renaud, Salut. donc tu es le maître à penser un petit peu du groupe Ashburns qui passe ce soir à la source de Fontaine. Je te remercie d'abord de nous avoir accordé un petit peu de temps pour cette interview. Et on va jouer un petit jeu d'imagination qui, je l'espère, va permettre d'un peu mieux connaître ta musique et puis de parler un petit peu de l'actualité et du concert de ce soir. Volontiers. Donc, premier petit jeu d'imagination, tu peux faire partie d'un groupe ou être le musicien que tu souhaites dans l'histoire du rock. À l'époque où je veux, d'accord. Où tu veux. Ah putain. Compliqué, mais j'aimerais bien être Steven Van Zandt à l'enregistrement de Darkness on the Edge of Town avec le boss en 74. D'accord. Parce que j'ai vu un documentaire là-dessus qui est sorti dans le magnifique coffret de remaster de cet album et c'est absolument fou ce qui se passe dans le studio à ce moment-là. Ils sortent pas du studio de la journée et ils font tout en live et ils ont fait 45 chansons pour le disque et ils ont gardé 10 et là ils ont sorti tout après. En fait il n'y en avait pas une achetée quasiment, donc je pense qu'ils étaient dans un élan de créativité. C'est le genre d'expérience qui t'inspire presque même. Ah ouais, le documentaire je me le mets régulièrement dans le camion. C'est le truc pour donner des idées et pour un petit peu alimenter l'envie et l'imaginaire. Ouais, tout à fait, c'est important je pense de se mettre quand je suis en studio. J'aime bien me mater des docus en lien avec des groupes que j'aime bien. Donc voilà, j'aurais pu être là ou j'aurais pu aller à Détroit en 65 pour faire de la soul, être musicien de station à Détroit en 65, ça aurait été pas mal ça. Une bonne époque pour être musicien et pour traîner dans les studios. Ouais. Absolument. Et est-ce que par rapport à tes influences, est-ce que tu te sens de plus en plus libre alors qu'au tout début, on avait plutôt tendance à te citer 2-3 références et parfois de façon peut-être un petit peu lourde? Après c'est aussi le style qui a évolué qui a fait que je pense que le premier album j'étais tout seul avec une guitare folk et je pense qu'il était très référencé parce que j'avais besoin aussi de faire un album hyper référencé parce que à cette époque là je pouvais pas faire autre chose je pense. Donc je pense que c'est aussi naturellement en épaississant le groupe et en enrichissant les collaborations et tout ça, c'est là à mon avis où si tu veux le truc moi j'ai commencé à me libérer de ces influences évidentes un petit peu et je pense aussi qu'au bout d'un moment je me suis dit tiens, j'ai été creusé de ce côté là, maintenant je pourrais peut-être aller vers ça. J'ai aussi toutes ces influences dans les années 90 par exemple qui sont aussi importantes pour moi que le folk. Donc je pense que il m'a fallu 4-5 disques je pense que c'est maintenant que je commence à le sentir. Pour trouver un petit peu ton son, entre guillemets, ce qui rassemble un peu toutes tes influences ou tout ce qui t'a construit en tant que musicien. Je pense qu'il y a une phase de digestion qui est un processus, en fait, quoi. Et c'est vraiment aussi les concerts, à force de faire des concerts, de s'entendre chanter aussi. Je pense que ma voix a changé. J'ai moins de mal. Avant, j'avais du mal à m'écouter, à m'entendre. Au début, je pense qu'on n'aime pas sa voix. Je pense que tout le monde l'a vécu. Et maintenant, à force de m'écouter, de cibler ce que j'aime pas, ce que j'aimais pas, j'essaie de le corriger et j'essaie de pas être dégoûté au son de ma propre voix. C'est plutôt pas mal quand on l'écoute en studio pendant un certain temps. Ouais. C'est ça pour dire que tout ça aide, je pense, à prendre pas mal de recul et au bout d'un moment à affiner aussi son écriture, d'avoir du recul, d'avoir fait un album, de prendre un peu de hauteur, de se dire ok voilà, ça se passe comme ça peut se passer comme ça, on change de technique d'enregistrement, on change de musicien, j'essaie des choses et j'essaie de jamais faire la même chose à chaque fois. De casser la routine quand elle s'installe. D'accord. Autre petit effort d'imagination, tu peux assister à une session de studio n'importe laquelle, tu nous as un petit peu répondu, ou à n'importe quel enregistrement d'album. Est-ce que tu nous changes Ah oui, je vais changer. je vais aller à Highway 61 Revisited de Bob Dylan en 64 du coup, puisque la session était folle et il y a des anecdotes absolument dingues de mec qui se fait virer à la gratte de la session parce qu'il était pas assez bon. Il y avait 30 musiciens dans le studio et il s'est fait virer à la gratte et il voulait absolument pas quitter le truc du disque et il s'est foutu à l'orgue pour se faire oublier et il a commencé à jouer de l'orgue sur le morceau et c'est devenu la partie de Like a Rolling Stone qu'on connaît quoi. Et au bout d'un moment ils se sont dit mais qui c'est ce mec à l'orgue, il n'y a pas d'orgue là et il dit moi c'est le gratteux que t'as viré mais en même temps c'est bien sa partie. Donc le mec s'est fait réembaucher comme organiste. tu veux vérifier si les anecdotes sont complètement folles à 100%. Si c'est la légende tu vois aussi c'est peut-être il y a une part de légende forcément mais en tout cas
si ça s'est vraiment fait comme ça, c'est superbe, quoi. Mais a priori, les mecs étaient vraiment virés, quoi. Alors justement, dans ton enregistrement de ton dernier album, donc bien sûr chez Steve Albini, est-ce qu'il était tel que tu l'avais justement un petit peu envisagé, voire même rêvé, fantasmé, ou finalement c'était tout autre chose? En fait, ce qui est marrant, c'est que le fantasme, il intervient avant, je trouve, vraiment avant. Et là-bas, tu te retrouves face à un homme tellement dans le travail et dans la simplicité du travail et dans les techniques d'enregistrement que je pense qu'une fois que tu es sur place, naturellement, tu te mets au boulot. Et le mec est hyper professionnel et tout, mais en même temps hyper discret dans son travail. Il te facilite la vie. En fait, il est là pour quasiment que la technique n'existe pas ou que tu la vois pas, quoi. Et dans ce sens, il se met au boulot avec toi tout de suite. Et t'as même pas le temps de te poser cette question-là. T'as les deux mains dans le cambouis, quoi. Il te prend un petit peu au garrot et puis tout de suite dans le cheminement musical, Ouais, c'est ça, c'est une méthodologie. Dans le concret. C'est dans le concret, c'est une méthodologie très simple. Il commence par apprendre les prénoms de tout le monde, après tu te poses, tu prends une feuille, tu marques morceau par morceau, les atmosphères, tu t'expliques, tu discutes avec lui de comment tu vois le truc, tu décris tes instruments, machin, et à partir de là, il commence à élaborer une petite liste de micros, à avoir un positionnement. Après, tu vas dans une espèce de salle où il y a tous les instruments du monde entier qui, je pense qui ferait s'évanouir quelques geeks musiciens. Et que des pédales qu'il a fait lui, des trucs. Du coup, là, tu retrouves un peu le fantasme à ce moment-là. Ouais. Tu lèves le nez du boulot et tu te dis, ouais, ok, je suis là, j'ai tout c'est ça, pas rien, quoi. je peux jouer maintenant. Ouais. Et ça, c'est cool. Et après, lui il est vraiment, il est vraiment là pour bosser. Et après, il y a un autre moment un petit peu fantasmatique, c'est quand tu as fait ta balance en live, que tout le monde joue, que tout le monde se cale et que tu as ton son et que tu te dis on venait écouter le mix dans la régie pour voir si ça vous plaît, et là tu entends le son de tous les disques que tu connais. Tu entends le son de batterie qu'on connaît chez lui, tu entends la gratte sonner comme tu n'en as jamais eu, et là tu te dis ah ouais en fait, tu te rends compte que le disque il va pouvoir sonner comme ça. Est-ce que tu as redécouvert d'une certaine façon presque les compos par le mix, où vraiment elles ont pris une couleur particulière, ou finalement ça a amené un truc en plus, mais ça n'a pas été non plus le... En fait, j'ai fait un travail avant, j'ai réécouté quasiment tout ce qu'il a enregistré, histoire de me le foutre au casque et en fait, ça m'a aidé vraiment à me projeter au niveau quand on faisait les arrangements, la mise en place et tout, parce qu'on a vraiment bossé en amont le disque. Parce que là-bas, t'arrives, t'as quoi? On l'a fait en 9 jours. On a fait 18 titres. Ouais, enregistré, mixé en 9 jours. Ouais. Bah lui, de toute façon, il dit que si un disque prend plus de 10 jours à être fait, c'est qu'il y a quelqu'un qui merde quelque part. C'est sa philosophie. Après, ça met pas du tout la pression, ça. En même temps, on était arrivé préparé, quoi. Oui. On savait ce qu'on voulait, on avait déjà fait des choix avant, on avait une salle en résidence pour bosser, on faisait ce qu'on voulait. Et on avait vraiment passé 3 semaines de mise en place des morceaux en groupe, avec le même line-up qu'elle est là-bas et tout ça, quoi. Donc confiant en arrivant et, ouais. et un petit peu curieux, envieux de savoir comment ça allait se passer. Et avec une petite idée de se dire, si on joue comme ça, là-bas, il y a moyen, avec le son qu'on connaît, que ça sonne comme ça. Et ça sonnait comme je l'avais prévu, en mieux, quoi, en fait. Voilà. Bon, finalement, c'était un bon choix, quoi. Ouais, pour cet album, c'était cool, en tout cas. Ouais. Tu peux vivre dans n'importe quelle ville, à n'importe quelle époque. Laquelle tu choisis? Alors, j'ai un petit côté Los Angeles après-guerre, le petit côté un petit peu film noir, tu vois, James Ellroy, LA Confidential, ces plans-là, quoi. Pas dégueulasse. Après, New York années 60, Greenwich Village, classique mais efficace. Et puis Seattle 93. Tu pouvais pas la louper, celle-là. Ah, bah voilà. Est-ce que tu as l'impression que Chicago, le fait d'enregistrer dans cette ville, ça a pu influencer peut-être en amont ta façon de percevoir l'album? Bon, déjà, le titre s'appelle Off the Maps. Il y a, je pense, une idée par rapport au voyage ou par rapport au cheminement, mais est-ce que la ville en elle-même, Chicago, qui est quand même musicalement, qui a une image, une empreinte, ça a influencé un petit peu toi, ta composition, ton inspiration? À fond. C'est bien que tu me poses cette question parce que c'est vraiment, si tu veux, la ville de Chicago, pour moi, c'est un personnage du disque. Que j'ai toujours des personnages dans mes disques, quoi, soit réels, soit fantasmés. Et la ville de Chicago, c'était vraiment, je m'en suis servi comme un terrain de jeu. Et
j'ai envisagé l'écriture de ce disque. Attends, je vais essayer de dire ça sans que ça paraisse pompeux. Comme une espèce de vision, de vue aérienne d'une grande ville, en fait, si tu veux. Quadrillée, quoi, à droite. Comme ces villes américaines qu'on connaît, voilà. Et Chicago particulièrement, parce qu'elle est vraiment paumée au milieu du Midwest, il n'y a rien autour, il y a ça planté au milieu dans les grands lacs et tout, quoi. Et c'était vraiment une... Donc j'ai un petit peu fantasmé la ville avant. Et au niveau de l'architecture, ça me branchait à fond parce que ce côté gothique de la ville qui est hyper beau. Et c'est cette rivière qui traverse tout avec les ponts-levis qui sont des rues. Enfin, j'avais aussi des films en tête, quoi. Tu vois, c'est quoi la scène de... comment s'appelle ce film avec la scène de la poussette sur les escaliers. Les Incorruptibles, non? Voilà, exactement. Ouais. Enfin, j'allais dire Curiosité Potemkin, mais... Voilà, ouais. Donc voilà, j'avais ça en tête. On a été voir la gare et tout. Enfin, et je voulais vraiment prendre de la hauteur. Et moi, je suis quelqu'un qui malheureusement souffre du vertige. Et je me suis forcé avec mes camarades qui me tenaient la main à aller au 94e étage de la tour avec le bar qui domine toute la ville 2-3 jours avant de rentrer en studio parce que je voulais vraiment m'imprégner de cette espèce de vision aérienne. Et il y avait cette idée de grande ville au milieu de nulle part où on va se perdre, mais en même temps on se perd pas vraiment parce qu'on sait où on va. En l'occurrence, moi j'allais très entouré, on était 8, tu vois. Et en même temps, j'étais paumé sans l'être, quoi. Donc c'était un espèce de truc assez marrant. Finalement, c'est souvent ou parfois l'impression qu'on a quand on va aux États-Unis pour la première fois, et même souvent, finalement on est dans un endroit qu'on connaît pas, mais qu'on connaît aussi parce qu'on a tellement d'images. Est-ce que tu as toujours ce côté un peu mythique qui reste malgré les voyages, malgré les rencontres et le fait d'avoir quand même un peu plus été aux États-Unis par rapport à toute cette culture ou tout cet imaginaire C'est bizarre parce que ça change en fait à chaque fois. Au début, j'étais vraiment dans ce truc-là. Après, j'ai été l'époque où je tournais en solo, j'ai été faire des concerts là-bas au Canada, aux États-Unis. J'ai joué à New York dans les petits cafés cool et tout. Et à partir de là, je suis revenu, pas le mec blasé, mais en me disant bon, ok, j'ai fait ça. Je peux rayer ça un peu de ma liste de fantasmes. Et du coup, j'ai pas une période de rejet. Puis après, il y avait ce truc qui me gonflait un peu en même temps que je cherchais aussi dans mes influences et tout. Mais que toujours on me disait, il y a un truc en France, c'est qu'on dit toujours, oui, vous vivez dans une Amérique fantasmée. Et en fait, moi, j'ai des influences musicales qui viennent de là-bas. Et je pense que culturellement, depuis les années 60, il se passe des choses là-bas qui me parlent particulièrement. Mais après, je suis pas dans une espèce de fantasme. Il y a plein de choses que je déteste aux États-Unis. Je pense que les beaufs américains sont peut-être encore pires que les beaufs français. C'est pas un fantasme naïf ou Non, voilà, je suis pas dans l'espèce d'utopie du truc, du dire j'aurais dû naître là-bas, un truc comme ça. Donc en même temps, ça a pu être presque un espèce de petit rejet à un moment de me dire hop. Et j'avais envie je me suis dit je vais enregistrer les disques en Écosse ou j'ai envie d'autres pays qui me parlent à fond. Et puis finalement, après de changer de ville, de pas aller à New York mais d'aller à Chicago, qui par exemple pour les New-Yorkais est considérée comme une ville un peu de ploucard, quoi. Et moi ce que j'ai adoré dans cette ville, c'était ça, quoi. C'était ça se la joue pas du tout et il y a pas un côté on est au centre du monde, en même temps on est dans une ville monde, quoi. Et j'aime bien ça, j'aime bien aimer Toronto aussi pour ça. Donc je le retrouve un petit peu, je varie sur mon fantasme américain. Tu essayes un petit peu de moduler le fantasme américain autour d'autres villes. Ouais. C'est ça, ouais. Là, j'envisage la Californie pour la suite, où j'ai jamais mis les pieds. Mais aussi en termes de référence, il y a de quoi faire en termes de folk et de rock. Ouais, tout à fait. C'est pas le pire. Ouais. Tu peux remonter le temps et assister à un concert, n'importe lequel, mythique ou pas. Lequel tu choisis dans toute l'histoire nourrie de la musique live? Je vais pas redire Bob Dylan parce que j'ai déjà dit. Il y avait le concert de Springsteen en 78 qui a duré 4h30. C'est pas dégueu ça. Dans le New Jersey. Ça devait être pas mal. Après, j'irai peut-être à un concert d'Otis Redding en 65. Hein. On va pas se mentir. Je saurais pas lequel, mais cette année-là me parle particulièrement. Puis je me dis, bon, après, quitte à être en 65, je peux en voir 2-3 autres. Quitte à y être, avoir fait le voyage, on peut y aller. Voilà, quoi. 65, c'est 65, bien. Il va être quoi tu me mets à 65 et c'est bon. Est-ce qu'après un an de sortie de l'album, parce que c'est à peu près, il me semble, la date, c'est pas trop difficile d'être encore dans un petit peu, entre guillemets, le défendre, être encore là-dessus, et peut-être d'être déjà dans la projection de futurs compos, d'un futur projet? Est-ce qu'il y a encore cette espèce d'enthousiasme ou, C'est très bizarre, ouais, ça, parce que alors il y a quelque chose que j'ai pu constater dans ma courte carrière, c'est que la durée de vie, de promotion d'un disque
Et alors paradoxalement, pour moi, j'ai jamais eu autant de promotion. J'ai la chance d'avoir une maison de disques, des vrais gens qui travaillent, une vraie équipe qui travaille, qui me fait faire de la promo avec un planning, tout ça. C'est super, c'est génial. Et du coup, pendant 2-3 semaines, c'est hyper intense. Je fais plein de trucs. Et puis tu fais de la promo. Et puis 2-3-4 mois, au bout de 4 mois, tu dois rebondir sur la promo que tu as fait. Donc là, tu as des dates. Mais en même temps, la durée d'existence d'un disque, commercialement parlant, j'allais dire, promotionnellement parlant, est très courte. Et elle diminue d'album en album, j'ai l'impression. Et alors qu'en contrepartie, la couverture médiatique augmente. C'est paradoxal. C'est très étrange. Et donc, en ce sens, c'est bizarre parce que tu as vraiment une période très, très, très intense au moment de la sortie. Où là, j'enchaînais plein de trucs, plein de sessions acoustiques, plein de machins. Et on avait calé 15 jours, 3 semaines de tournée intense à la sortie du disque. Il y avait des super trucs, la route du rock, tout ça. Et c'était cool. Et puis après, au bout de 3-4 mois, les dates, ça devient un peu plus éclaté. Donc à partir de là, il ne faut pas se perdre en route. Donc moi, j'ai décidé de mettre à profit le temps entre les trucs et de me mettre dans les compos. Et en même temps, justement, de ces compos-là, de temps en temps, essayer de les bosser en live, de se dire, tiens, on a une balance un peu plus longue aujourd'hui, et pourquoi on n'essaierait pas de mettre ça le morceau en place. Du coup, ça me permettait de joindre les deux bouts un petit peu et de faire un petit peu en douceur pour pas me retrouver dans une phase de ok, là je me suis concentré là-dessus, la tournée est finie, après tu te retrouves une transition douce à zéro, puis t'as l'espèce de post-tour dépression où t'es dans la loose, c'est fini, t'es plus dans un camion. Et du coup j'ai fait en sorte de pas arrêter de bosser. Et là, à l'heure actuelle, j'ai 19 chansons de prêtes et une pré-production dans la boîte, et l'album d'après, il est prêt, quoi. Il n'y a plus qu'à mettre record dans 2 mois, quoi. J'ai une idée d'où ça va se passer. Tu disais la Californie. Après, je veux pas en parler encore parce que ça va me porter malheur, parce que c'est pas encore confirmé. Mais oui, en Californie, ça sera de toute façon avec un producteur que j'apprécie beaucoup. Ok. Tu peux choisir un instrument mythique de l'histoire de la musique. Lequel? Waouh. Bon, un petit Steinway à queue à la maison. Hein. Il faut avoir l'appart avec. Je ne fournis pas l'appart. Hein. Et un harmonium aussi à côté, histoire d'être bien. D'accord, plus clavier donc. Ben ouais, parce que les guitares, j'ai la chance, je suis entouré de gens qui ont des très belles guitares. Et, donc j'ai l'occasion de jouer sur des belles guitares. Tu sens pas de besoin et de névrose là-dessus. Je suis pas un geek absolu de rechercher l'instrument, machin. Je l'ai plus un peu avec les claviers parce que c'est quelque chose que je joue moins, ou qu'on a moins chez soi, tu vois, par exemple. Et donc je prendrais peut-être ça. Mais là, par exemple, on a fait des pré-productions chez un gars qui avait à peu près un musée du clavier chez lui. Et j'avoue que j'ai eu de petites journées d'un côté, j'ai envie de jouer, de tout essayer, de tout brancher. Il y a eu le petit truc. Ouais, et c'est bien de changer d'instrument pour ça des fois. Moi, j'ai toujours composé à la gratte. Et là, le dernier nouvel album, je l'ai composé tout au clavier, histoire de casser les automatismes. Le truc du guitare-voix qu'on peut acquérir en faisant des concerts en solo. Et après, en traduisant entre guillemets le clavier à la guitare ou à la formation groupe, on va dire classique rock. Mais du coup, justement, l'album sera différent, les guitares seront là, mais il y aura moins, si tu veux, de cette espèce de guitare rythmique. Ça sera plus utilisé comme des arrangements, des petits. Elles interviendront quand elles auront quelque chose à dire. En gros, quoi. Elles seront pas là pour remplir. Ouais, c'est pas la base, la structure. Non, ce sera d'autres choses qui feront ça, des claviers, de la batterie. Dans le dernier album, de quoi tu es le plus fier musicalement? Je sais pas, un arrangement, une intervention d'un certain type de musicien Il y a eu il y a mon camarade Jonathan, qui est le chanteur de Sid Matters, qui est venu avec nous, qui bosse sur tous les albums avec nous, qui est venu, qui est toujours un peu l'électron libre. Le mec, il faut pas trop lui en envoyer avant pour garder sa part un petit peu de folie sur l'instant, surtout quand tu t'enregistres en live chez Albini. Donc lui, il est arrivé, il a fait des parties de clavier super. Et puis en plus, on lui a fait un petit setup avec des orgamones, un Wurlitzer dans un gros machin comme ça. Histoire de le motiver un peu. Il était bien. Et donc, pour moi, il a fait un boulot. Et justement, son côté un petit peu satellite extérieur, où il ne s'est pas tapé les 3 semaines de mise en place dans la cave, machin, ça a amené une espèce de fraîcheur, si tu veux, au tout. Il y a eu quelques interventions d'Albini qui intervient vraiment quand il a quelque chose à dire, parce qu'il il veut pas t'imposer de choses sur le disque, c'est pas le genre de mec. Il va plutôt comprendre ce que tu veux et essayer de faire en sorte que ça sonne au mieux. Par contre, quand il se met dedans, discrètement, au bout de 3 jours, on sentait le mec doit avoir à peu près 200 de QI. Il arrivait et il comprenait le français, en fait, sans vraiment le comprendre, sans vraiment le parler. Et en fait, il comprenait ce qui se tramait, quoi. Il connaît tellement les groupes de rock que, ah ouais, là, si on essayait tel clavier, tel machin, tel truc.
Et en fait, on se pointe dans la salle et il avait déjà tout changé ce dont on discutait. On lui fait, il fait ouais, non, mais j'ai compris que vous disiez ça et tout. Je dis, tu comprends le français? Il me dit non, pas du tout. Donc ça, c'était super parce qu'il y avait ces petites interactions-là qui étaient top. Et après, il y a eu un moment où dans cette petite effervescence-là, le premier morceau de l'album, il y a une espèce de basse qui fait un truc saccadé comme ça. Et sur la dernière phrase, il a mon texte sous les yeux, il dit là, tu vois, la basse, il faudrait qu'elle arrête d'être saccadée à ce moment-là. Et c'est un basse pédale qui faisait la basse et il disait il faudrait que ce soit tenu parce que là, tu dis ça. Et donc, ça rajouterait un peu d'intensité dramatique pour la dernière phrase si la basse était tenue et qu'elle arrêtait d'être saccadée. Puis après, il nous dit ça. Je dis t'en restes comme ça? Il fait enfin, en même temps, c'est que mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Il fait non, mais c'est super. Et du coup, on a tenu la basse sur juste la dernière phrase. Et voilà, ça, je suis content de ça. D'accord. Dernière question. C'est la question qu'on t'a jamais posée, que t'aurais aimé qu'on me pose. Du coup, je suis tellement formaté avec les questions. Alors, Bob Dylan, les fantasmes de l'Amérique. Ou sinon, il peut pas y en avoir. Pour l'instant, il n'y en a pas. En tout cas, il y en a une que je déteste qu'on me pose. En attendant, c'est pourquoi tu chantes en anglais? Celle-là, elle est compliquée. Donc, j'aurais aimé qu'on me pose jamais cette question et j'aimerais qu'on me dise qu'on me dise d'entrée qu'on comprend pourquoi on choisit l'anglais comme on peut choisir de jouer de la guitare, quoi. Par exemple, pour moi, c'est un instrument, quelque chose comme ça, quoi. Donc voilà, j'aurais aimé qu'on me pose jamais cette question-là. Ok. Bon, c'est bon, on l'a évité ce soir, ça va. Bien joué. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis mon concert ce soir. Merci.